Bonjour, ici Nadège Esteban, créatrice et organisatrice du sommet francophone des entrepreneurs de leur vie. Pourquoi ce sommet? Pour vous aider à prendre votre vie en main afin que vous puissiez créer une vie que vous aimez. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes réellement le pilote de votre vie ou est-ce que ce sont vos peurs qui dirigent votre vie? Et oui, quand on n'a pas conscience de nos peurs, en fait, ce sont nos peurs qui finissent par diriger notre vie. Ce sont elles qui nous empêchent de suivre nos rêves. Ce sont elles qui nous empêchent d'aller parler à telle personne. Ce sont elles qui nous empêchent d'aller demander une augmentation à notre patron. Ce sont elles qui nous empêchent à créer notre entreprise. Donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir que d'avoir un expert sur la question des peurs pour vous donner quelques pistes justement pour pouvoir les dépasser. Steve Doupeux est psychopraticien, coach motivationnel, conférencier et formateur. Il aime être qualifié de osérologue puisqu'il accompagne les personnes à oser être et se réaliser dans leurs projets professionnels et ou personnels. Steve est formé à un certain nombre de méthodes telles que la relaxologie, différentes formes d'hypnose, l'emotional freedom technique, la programmation neurolinguistique, le coaching, etc. Il a lancé aussi le blog référence en matière de développement personnel, Philosophie. Steve offre aussi des conférences à travers toute la France pour témoigner, enseigner, partager, inspirer et encourager celles et ceux qui souhaitent se réaliser dans leur projet d'entreprendre. Steve accompagne aussi les coachs, les thérapeutes, les formateurs, les consultants qui souhaitent développer leurs compétences comme web entrepreneurs pour se faire connaître et créer et ou développer leur activité. C'est justement pour ces entrepreneurs du nouveau monde et leaders bienveillants, comme Steve aime les appeler, qu'il a lancé son offre Philosophie Pro. Bonjour Steve, je suis Bonjour Nadège. très heureuse de ta présence dans cette première édition du sommet virtuel des entrepreneurs de leur vie. Alors merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. Alors, C'est c'est vraiment un plaisir. Écoute, c'est vraiment un plaisir et un honneur. Et vraiment, c'est impressionnant de savoir tout le travail que tu fournis, toute l'énergie que tu donnes. Donc, c'est réellement un plaisir de participer. merci beaucoup Steve. Alors Steve, je t'ai connu à travers tes articles hein, et tes vidéos donc sur ton blog Philosophie et ta chaîne YouTube et notamment Mhm. tes articles sur la peur la peur qui est le sujet de notre interview aujourd'hui. Mhm. Sujet ô combien primordial hein, quand il s'agit de prendre sa vie en main et d'être acteur de sa vie pour que justement ces peurs ne soient pas celles qui dirigent notre vie ou qui nous empêchent de vivre la vie que nous aspirons à vivre. Donc, il me semble dans ce cadre-là que prendre conscience de ces peurs, ça commence par savoir ce que sont nos peurs et quels en sont les mécanismes. Donc, ce sera ma première question pour toi, Steve. Est-ce que tu peux nous donner plus d'éléments par rapport à ça? Mais pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, je pense que c'est réellement ça l'essentiel quand on veut entreprendre sa vie, quel que soit le domaine de vie. Eh bien, effectivement, je pense que ça va devoir nécessiter d'apprendre à se connaître. Donc d'apprendre à se connaître à la fois dans sa capacité, dans son potentiel, dans ses ressources et aussi eh bien dans ses peurs, dans ses zones de lumière et dans ses zones d'ombre. Donc c'est vrai que la peur, c'est quelque chose de naturel, évidemment c'est quelque chose même d'indispensable, on pourrait même dire, c'est une émotion primaire. Parce qu'elle est indispensable, parce qu'aussi elle nous sauve la vie. Donc souvent c'est intéressant de faire la distinction peut-être entre les peurs primaires et on va dire secondaires, c'est-à-dire entre vraiment les peurs qui sont souvent, alors les psychologues et tous les spécialistes dans le domaine ne sont pas toujours d'accord entre les 4 peurs primaires, les 6 peurs primaires. La palette est tellement large aussi. Après, il y a les sentiments, il y a les émotions secondaires. Donc, et on va dire que dans les peurs primaires, on va retrouver en général la peur, la colère, la tristesse, la joie. Voilà pour les 4. Et puis, on peut rajouter pour certains le dégoût, la surprise. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Donc, en tout cas, en ce qui concerne la peur, ce qui est sûr, c'est que c'est une peur primaire. Et donc, il y a cette peur-là, on va dire, presque reptilienne, en fait, tu vois, qui est nécessaire pour nous sauver la vie, parce que sans celle-ci, ben, on traverserait la route sans réfléchir, on s'approcherait d'une falaise sans faire attention. Si on n'a pas peur, on fait pas attention. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Et après, il y a plus les sentiments, de mon avis, de mon point de vue en tout cas, qui peuvent faire peur,
Mais là, ce sont pas toujours des peurs rationnelles, ce sont des peurs que l'on va construire à travers des biais cognitifs, un système de pensée, etc. Et qui vont souvent conduire à l'auto-sabotage. Et quand on veut entreprendre sa vie, évidemment, eh bien, ça va poser problème. Oui. Et donc justement, par rapport à ces peurs qui nous sabotent, quel genre de peur, en gros, on peut rencontrer quand il s'agit de prendre sa vie en main? Oh, alors, moi, la peur que je rencontre souvent pour les gens que j'accompagne, que ce soit les entrepreneurs pros, c'est-à-dire les gens qui veulent se mettre à leur compte, ou tout simplement ben, les gens qui veulent améliorer leur quotidien, la plupart du temps, ça va être des peurs du genre la peur du regard des autres, la peur d'être abandonné, la peur d'être quitté, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié. Donc tout ça, ça peut rentrer dans la peur du regard des autres aussi, hein, c'est-à-dire je vais réagir en fonction de ce qu'on pense de moi, etc. Mm. On sait que l'image dans notre société, elle est quand même importante. C'est un monde d'images. Et si on n'y prend pas garde, eh bien on peut oublier finalement ou être tenté de se conformer aux attentes des uns, des autres, de la société en général. Mais obligatoirement, quand on se conforme, on n'est pas vraiment soi. Mm. D'accord? On est dans le paraître. Et quand on est dans le paraître, on est forcément, à terme, à force d'être dans le paraître, dans le mal-être, Ouais, ouais. puisqu'on n'est pas. Donc, mais tout ça, ça s'explique effectivement la plupart du temps par des peurs, pas toujours conscientes hein, d'ailleurs, mais donc souvent voilà cette peur de pas plaire, d'être rejeté, voilà d'être un petit peu exclu de la société, mais ce qui en même temps est une peur archaïque aussi quelque part parce que ben quand on vivait dans les forêts fut un temps dans nos grottes tout nu, eh oui, eh bien on pouvait se retrouver exclu pour x ou y raison, banni de la tribu ou de la communauté, mais c'était synonyme de mort. Donc Mm. c'est un peu comme si notre cerveau avait conservé ça, si tu veux, tu vois, de façon un peu archaïque comme ça, avait conservé. Et on sait d'ailleurs hein, que dans le cerveau émotionnel, certaines des études le montrent, que la peur du rejet va activer les mêmes aires cérébrales que la douleur. Ah, ok. Comme si notre cerveau savait Mm. que le rejet était vraiment un danger de mort et que pour nous alerter là-dessus, il allait activer tout le système des aires cérébrales qui sont en lien aussi avec la douleur Mhm. physique. Donc c'est intéressant de voir que les peurs, là aussi, elles ont du sens. En fait, il faut prendre conscience que les peurs, même si elles sont irrationnelles, elles ont du sens. Pour notre cerveau émotionnel, pour notre inconscient, c'est que moi je viens du monde de l'hypnose, donc pour notre inconscient, c'est rationnel une peur. En fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait pas est rationnel, les comportements d'autosabotage, etc. Et ces peurs peuvent nous amener à avoir des comportements, justement, qui vont rarement servir nos objectifs de vie. Mhm. Alors, ça peut être le perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur, ne pas se sentir à la hauteur ou légitime, parce qu'on n'a pas de diplôme, parce qu'on n'a pas les études ou l'expérience, etc. La procrastination ou d'en faire trop, l'overdoing ou l'underdoing, c'est-à-dire de ne pas en faire assez, etc. Mais tout ça va souvent être en lien avec l'idée de je fais attention par rapport aux autres parce que j'ai peur d'être jugé, critiqué, encore une fois. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors du coup, quand on est face à ces peurs, donc on voit qu'effectivement, c'est un fonctionnement qu'on a hérité des hommes préhistoriques Oui. et que quelque part, c'est un fonctionnement normal et qui est censé nous protéger. Ouais. Alors comment on fait justement à la fois pour dépasser ou pour faire ami-ami avec cette peur-là, pour quand même pouvoir créer la vie qu'on aspire à vivre? Mm-hmm. Non seulement on hérite ça en fait voilà de nos ancêtres, mais en fait si on regarde les animaux aujourd'hui, ils fonctionnent toujours sur ce modèle-là. Moi j'ai 2 chats et dès qu'il y a un bruit suspect, tac, ils sont hyper sur le qui-vive. Ah, ah. Ils fonctionnent énormément en reptilien Mm, mm. parce que pour eux c'est encore une question de survie et ils ont encore moins que nous la capacité de rationaliser en Ouais. fait. Mm, Mon chat a peur devant un balai, un aspirateur. Il va pas rationaliser ça. mhm. Alors il va s'y accoutumer, il va se déconditionner par rapport à l'objet éventuellement, mais il rationalise pas que c'est un truc inoffensif. Mhm. Nous, êtres humains, on a maintenant la capacité de rationaliser, mais pas toujours. Et par exemple, pour quelqu'un qui a Mhm. une phobie des araignées, des serpents, j'animais un atelier
de EFT, Emotional Freedom Technique, on en parlera sûrement, hier, et il y avait une personne qui avait peur des chats, en l'occurrence, elle était bienvenue à la maison, parce que je l'ai fait à la maison, il y a il y a deux chats, donc ça a bien fonctionné. Et un autre des serpents. Donc ça, ce sont des phobies qui sont à la fois, qui ont du sens, mais qui sont pas rationnels parce que il y a peu de chances que le chat ou la petite araignée vienne dévorer la personne. Et pourtant, elle est en panique et elle n'arrive pas à se raisonner. Et tu sais, hein, je sais pas si toi tu connais un peu les phobies ou tout ça, mais les gens qui ont des phobies, c'est terrible parce qu'on leur dit mais calme-toi, tu risques rien, c'est juste une petite araignée comme ça. C'est une petite araignée comme ça. Mais le cerveau émotionnel, il en peut plus. Et pour lui, il tourne à fond là-dessus. Tu sais, j'aime bien dire, j'ai un truc à côté de moi, tiens, on peut en profiter. J'aime bien dire que notre cerveau émotionnel, c'est rien d'autre qu'un éléphant. D'accord? C'est rien d'autre qu'un éléphant. Et en fait, notre cerveau émotionnel, c'est 95% d'émotion et d'instinct. D'accord? Et c'est lui le patron, en fait. C'est notre éléphant. Pourtant, le mien s'appelle Jean-Paul. Et sur l'éléphant, imaginons que ça, c'est le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, qui dirige donc les instincts, les émotions, etc. Et sur l'éléphant, on a le cornac. Alors, je peux prendre, voilà, un cornac qui est dessus et qui essaye de diriger l'éléphant. Ouais. D'accord? Mais lui, c'est 5%. Lui, il réfléchit, il raisonne, il analyse, il imagine, il a des projets et des envies, il a des rêves, il veut faire des grands trucs, il veut faire le tour du monde en sac à dos. Mais sur l'éléphant, lui, l'éléphant, il a une histoire, il a des peurs archaïques, il a tout ça. Et faire le tour du monde en sac à dos, ça l'inquiète. Donc lui, il veut aller là-bas, mais lui, il freine des quatre pieds et il veut pas y aller. Et donc, il y a un truc qui fait que, entre les deux, tu peux te sentir déchiré et un peu démuni, dépité de pas arriver. C'est ce qui se passe pour les phobies. Phobie qui, c'est bien que son cornac, son cortex, c'est très bien que c'est pas rationnel d'avoir peur de l'araignée, mais l'éléphant, il a vraiment peur. Et c'est comme s'il y avait c'est chanté, si tu veux. La communication passe plus, c'est l'éléphant qui prend le contrôle. C'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine et ça casse tout et c'est plus gérable. Donc, comment faire pour travailler ça? Donc, c'est juste ici pour faire la différence entre les peurs extrêmes, irrationnelles, comme les phobies qui peuvent être de l'ordre de phobies simples, on va dire, et phobies complexes. Donc les phobies simples, ça peut peur des araignées, des serpents, des animaux, des choses comme ça. Ça veut pas dire que c'est facile à enlever, mais c'est moins difficile souvent que les phobies un peu plus complexes, qui sont par exemple les phobies sociales, les agoraphobies, qui demandent un peu plus de travail souvent. Et donc faire la différence entre ce type de peur et des peurs du quotidien, qui sont des peurs qui ont l'air de rien, en fait, d'accord? J'ai peur de parler en public, voilà. Mais on a quand même des comportements d'évitement et ça n'a l'air de rien. Mais tu sais, ce genre de peur, même les plus infimes, elles peuvent nous amener à la fin de la vie à avoir de terribles regrets. Et ça, ce serait vraiment dommage. Donc, moi, j'invite toujours les personnes à se dire, OK, il n'y a aucune raison que je garde des peurs. J'aurai toujours des peurs, mais il n'y a aucune raison que je les subisse, qu'il n'y a pas de fatalité et je peux travailler dessus. Donc, ta question, c'était, Comment tu as vu un peu prendre en main ces peurs? voilà, hein. Comment prendre en main ses peurs? Déjà, en avoir conscience. Quand on a une phobie, on a conscience de sa peur. Mais dans le quotidien, il y a certaines peurs dont on n'a pas forcément conscience. Donc, première chose, avoir conscience de sa peur. L'accueillir avec bienveillance, ce que j'aime bien dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est de faire ami avec cette peur. C'est pas de s'en vouloir d'avoir peur, c'est pas de se juger ou se culpabiliser d'avoir peur, mais déjà d'accueillir cette peur avec bienveillance, avec tendresse, et quelque part un peu comme on accueille un enfant qui a peur. D'accord? Ça, on peut accueillir son enfant intérieur qui est terrorisé, qui a peur. Et un enfant, on dit d'ailleurs que l'inconscient, c'est comme un enfant de 6 ans, tu vois, qui est pris dans ses émotions, qui n'est pas encore tout à fait capable d'analyse, de rationaliser, etc. Et donc, c'est un peu déjà de l'accueillir avec bienveillance. Et puis après, évidemment, pour pouvoir dépasser une peur, il faut aussi, dans l'idéal, pouvoir s'y confronter. D'accord? Donc là, ça va dépendre parce que quand c'est une peur qui est trop extrême et que l'éléphant, là, il est vraiment en panique, c'est difficile de le confronter. Donc, ça s'apprend. Donc, il y a plein de façons de le faire, il y a plein de techniques pour le faire, mais ce qui est certain, c'est que si on a des comportements d'évitement, ça va renforcer la peur. Parce qu'un comportement d'évitement, c'est finalement envoyer le message à votre inconscient qu'il y a une bonne raison d'avoir peur. Oui, oui. Okay? Donc, par exemple, ce serait
Je veux mettre en place une conférence par exemple. et voilà, et ne pas appeler de conférencier. Voilà, par exemple. Tu vois? C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui ferait, du coup, tu pourrais te demander, ok, mais alors, qu'est-ce qui fait que j'appelle pas de conférencier? Tu vois? Il y a souvent une peur qui vient, c'est la peur de demander. Ouais. Tu vois? Mais très souvent, cette peur de demander, quand on réfléchit bien, elle peut être en lien avec la peur, encore une fois, du regard de l'autre. Tu sais, je veux être conférencier. Mais si je demande à un conférencier de m'aider, ça veut dire que je suis pas à la hauteur pour être conférencier. Il y a un biais cognitif, il y a tout ça, si tu veux, c'est presque, quand on a fait ce travail dessus, qu'on a pris conscience que ça n'a pas de sens, tout ça, et que il faut pouvoir dépasser ça, on se dit, bon sang, c'est du bon sens, justement, que d'aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience et qui va me guider à le faire. Mais tu sais, il y a beaucoup de thérapeutes qui ne font pas la démarche d'aller consulter parce qu'ils partent du principe qu'ils sont thérapeutes et que donc ça la foutrait mal, quoi. D'accord? Donc la peur du regard des autres. Donc c'est important, c'est pour ça que ça va être important d'identifier ses peurs, et puis après donc de se confronter à sa peur. Petit pas par petit pas, progressivement. L'éléphant déteste, parce que quand l'éléphant sur son chemin, il découvre un obstacle beaucoup trop gros, en fait, ça va créer justement cette peur et cette aversion émotionnelle. Et là, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Le problème de l'éléphant, et là c'est magique, c'est que l'éléphant, il est cool, mais quand vraiment il a peur, c'est ce qui se passe, il se transforme en tigre, éventuellement. Tu vois? Et donc, il peut vraiment devenir agressif, etc. Parce qu'un éléphant, à la base, c'est gentil, c'est sympathique, c'est sensible aux émotions, aux suggestions, mais quand il y a trop, il peut vraiment devenir agressif. D'accord? Donc l'idée, c'est d'apprendre vraiment à murmurer à l'oreille de son éléphant avant qu'il se transforme en tigre et qu'on finisse par avoir des regrets ou des comportements qu'on va justement regretter. Et quelque part, donc y aller très progressivement avec lui. Et pour ça, il y a des outils, il y a des techniques. On connaît bien les thérapies comportementales et cognitives, hein, notamment de troisième vague aussi, qui amènent justement à accueillir les émotions. Ça peut être par la méditation, des techniques comme ça. Et puis aussi à se confronter quelque part, hein, à s'exposer à sa difficulté progressivement et ainsi dépasser. Donc pour les gens qui nous écoutent, s'il y a vraiment des phobies, des choses puissantes qui font peur, etc., peuvent se diriger par exemple vers un psychologue ou un psychothérapeute qui fait un accompagnement en thérapie comportementale et cognitive. Il y a d'autres outils comme l'EFT, j'en parlais tout à l'heure, Emotional Freedom Technique, qui est une technique de libération émotionnelle qui est, je trouve, de mon point de vue, exceptionnel, et je dis pas ça parce que je suis praticien en EFT, mais tout simplement parce que je le constate tous les jours, à quel point ça peut libérer des phobies, des peurs et tout un tas de choses comme ça, parfois à une vitesse hallucinante, et qui a cet avantage d'être autonome. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris la technique, eh bien, on va pouvoir l'utiliser sur soi. On ne pourra pas tout régler tout seul, parce que ce serait mentir que de laisser croire qu'on peut tout régler, ça se saurait, mais on peut régler souvent au moins 80% de ses problèmes quand on a appris à utiliser la technique. D'accord. Il faut apprendre à l'utiliser. Et c'est la technique du tapping, c'est ça? C'est ça, du tapping sur plusieurs points qui aujourd'hui a largement fait ses preuves et de plus en plus d'ailleurs d'études et de recherches démontrent l'efficacité. On l'utilise maintenant beaucoup dans les cabinets, thérapeutes, coachs, hôpitaux, cliniques, etc. D'accord, très bien. Et, et donc par rapport à ces techniques, donc tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale, c'est plus par rapport aux peurs qui vraiment nous paralysent au quotidien ou même aux phobies, c'est ça, hein? Oui, souvent c'est souvent dans ce domaine-là qu'on va plus les utiliser parce que une peur du quotidien, la peur du regard des autres, en fait on peut l'utiliser aussi. L'ITCC, on peut l'utiliser pour tout. Il y a juste à simplement, on n'est pas toujours obligé de consulter pour le faire, sauf quand c'est une peur vraiment qui vous saisit et qui vous paralyse, hein, quelque part. Mais je sais pas si, par exemple, la peur de parler en public ou de faire une conférence, ce serait tout simplement faut toujours garder en vue de passer à l'action. Encore une fois, des petites actions pour dépasser sa peur. Et des petites actions, plus une petite action, plus une petite action. Petit multiplié par souvent égale beaucoup. Donc, si par exemple tu veux faire une conférence et que tu veux pouvoir prendre la parole en public et être suffisamment à l'aise, eh bien, tu vas peut-être déjà commencer par écrire ta conférence. Tu vois, une conférence de
10 minutes, et puis tu vas la répéter tous les jours un petit peu, et puis tu vas la répéter devant ton conjoint, devant tes enfants, devant tes amis, devant tes parents. Tu vas le faire, et tu vas voir petit à petit que tu prends de plus en plus de confiance. Mm. Et parce qu'il y a vraiment à comprendre que souvent la peur nous empêche de sortir de la zone de confort. Oui, oui, oui. Ok. Mm. Et en fait, pour pouvoir être confortable, avoir confiance en soi, et donc ne plus avoir peur, avoir de l'assurance, il va falloir, là je parle évidemment des peurs communes, hein, j'ai envie de dire, eh bien il va falloir apprendre à être confortable dans l'inconfort. Mm. Donc sortir de la zone de confort, où c'est inconfortable, où c'est imparfait. Donc on se dit, mon Dieu, c'est pas parfait, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, mon interview, oh là là, peut-être que c'est pas si, j'ai un cheveu qui est par là, pas toi, hein, mais je l'ai vécu. Tu vois, c'est le genre de choses. Euh, ben, tout ça, et du coup, on a tendance à se dire, OK, je renonce et je retourne dans ma zone de confort. Mm. Mais du coup, on n'a pas affronté sa peur. Et comme on n'a pas affronté sa peur, comme on n'a pas accepté l'inconfort, on ne peut pas développer l'expérience. Mm. Et si je développe pas l'expérience, que même en étant imparfait, eh bien, je reste vivant. Et en fait, les gens, ils acceptent très bien cette imperfection. Eh bien, si je n'accepte pas ça, non seulement je n'aurai pas l'expérience, mais en plus, je développerai pas les compétences. Ouais. Et si je ne développe pas les compétences, je ne développe pas la confiance. Et si je ne développe pas de confiance, je vais difficilement avoir de résultats. Parce que j'irai pas plus loin que ma zone de confort. Donc tu vois que travailler sur les peurs, c'est je passe à l'action, des petites actions. Des fois, les gens me disent, mon travail, j'en ai assez, je voudrais entreprendre ma vie professionnelle, ou quitter mon conjoint, ou des choses comme ça. Mais ils se racontent l'histoire que tout doit se passer d'un coup maintenant, il faut tout envoyer d'un coup. Mm, mm, Pas obligatoirement. mm, On peut commencer à réfléchir, à imaginer des ouvertures, comment on pourrait faire les choses, anticiper, etc. Mais déjà se mettre dans une énergie de changement mm, mm. progressif et in fine, effectivement, prendre une décision qui sera beaucoup plus confortable parce qu'on aura mûri les choses. Ouais. Mais c'est sûr que de se dire je pars du jour au lendemain, ça crée une aversion émotionnelle et là, une peur donc pour l'éléphant. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que quand on veut effectivement changer quelque chose, on a l'image de où on veut arriver, mais cette image est tellement différente de la situation où on est actuellement que tout de suite, pouf, on a toutes les peurs qui arrivent, toutes ces pensées toxiques qui nous paralysent et auquel cas on est là et on est Ah oui, paralysé. Alors que par la technique des petits pas, des petites étapes pour petit à petit avancer chaque jour avec patience jusqu'à sa vision finale, déjà c'est quelque chose qui est beaucoup moins insurmontable et du coup les peurs le sont aussi. exactement, c'est très important parce que, comme tu le dis, souvent on a un projet. Moi aussi, tu vois, j'ai des projets, je donne de plus en plus de conférences, j'ai des projets de donner des conférences à l'international. Je parle pas encore anglais, mais j'imagine qu'il y a des gens qui parlent français aux États-Unis, comme je vois que tu es à New York. Euh, mais tu vois, c'est cette idée, c'est que si je vois ça dans le grand, évidemment, aujourd'hui, je vais me dire, bon sang, je vais jamais y arriver. Si je regarde tous ces gens qui m'inspirent, les conférenciers qui m'inspirent, etc., et que je me compare à eux, au lieu de m'inspirer d'eux, Mm, je vais me faire peur. ouais. J'ai fait l'erreur, j'ai compris la leçon, je vais me faire peur. Donc, j'apprends à y aller petit pas par petit pas. Mais mine de rien, j'ai commencé par faire ma conférence devant 5 personnes. Et la semaine où il y a 15 jours, je le faisais devant 200 personnes. La semaine prochaine, ce sera devant 350 personnes. Et petit pas, mais par petit pas, j'avance. Et ça, c'est essentiel ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on voit la montagne. On s'imagine qu'on doit faire un saut de géant pour arriver au sommet, Mm, mm. mais on prend même pas conscience qu'il y a un chemin ici. Et en plus que c'est un chemin escarpé, Ouais, ouais. avec des ponts de singes, des trous, des grottes dans lesquelles il faudra passer, des endroits où ça fait peur, où c'est moins confortable. Mm, Et pour faire ce chemin, on a le droit d'avoir des outils, et on a intérêt d'avoir des outils mm. comme le FT, les TCC, et des stratégies, hein, des techniques, parce qu'il y a là où on en est, il y a le projet, Ouais. derrière il y a même la mission de vie pour moi, Mhm. mais entre là où on en est et le projet, il y a les tactiques, les stratégies, les choses à mettre en place. Et là, c'est important, en l'occurrence aussi, de ne pas le faire tout seul et de pouvoir s'autoriser à être accompagné. Mm. Dans ce que tu as dit, alors il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais il y en a une, j'aimerais bien rebondir dessus. C'est notamment quand tu parles des personnes qui, au lieu de se comparer
aux personnes, mais plutôt de s'en inspirer. Et je trouve ça vraiment intéressant que tu pointes ça du doigt. Parce que Mm. souvent, en plus, on voit les personnes qui réussissent, mais on oublie de regarder ce par quoi elles sont passées, déjà. Mais ouais, ça c'est certain. Et Mm. c'est vrai qu'on a tendance aussi à se comparer et du coup, ça nous ramène toujours à notre situation de départ où on a encore un grand pas à faire avant d'arriver à notre vision finale. Alors qu'au contraire, finalement, si on posait un autre regard sur ces personnes et si on s'en inspirait plutôt que se comparer à elles, Mm. ce serait déjà beaucoup plus bénéfique pour nous, ça nous soutiendrait plus dans notre démarche. Clairement. Je pense que le regard qu'il faut porter sur l'autre, c'est en priorité, en fait, le regard que l'on doit porter, qui doit changer, c'est celui qu'on porte sur nous-mêmes. Mm. Pour justement pouvoir s'inspirer des autres. Parce que quand on a une faible estime de soi, tu sais, moi, je viens pas au départ, je suis pas un thérapeute. Il y a 6 ans de ça, j'étais jardinier. D'accord. Et avant de ça, j'ai travaillé dans beaucoup de domaines, dans la musique, je faisais des concerts, je travaillais dans différents domaines. J'ai même travaillé en boîte de nuit, je vendais des sandwichs, j'ai été videur en boîte de nuit, je travaillais en maison individuelle, je suis constructeur, conducteur de travaux, et je suis un autodidacte. J'ai toujours appris comme ça tout seul, sauf maintenant que j'ai fait beaucoup de formations pour accompagner les gens, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que obligatoirement, ça m'a amené un jour, lorsqu'on est venu me chercher pour faire des films, on est venu me chercher un jour dans mon cabinet pour faire des films sur l'hypnose, sur l'EFT et sur toutes les approches alternatives. C'est devenu une collection de films. Pour l'instant, 2 films sont sortis et un 3e est à venir, en l'occurrence sur le coaching. D'accord. Mais quand on venait me chercher pour faire ça, ça a été une catastrophe pour moi parce que je me disais, mais moi, je suis qui pour faire ça? Je ne suis juste, enfin, je suis osérologue. C'est le terme que j'emploie aujourd'hui parce que j'avais tel syndrome de l'imposteur, n'étant ni médecin, ni psychologue, ni quoi que ce soit. J'étais relaxologue, praticien en hypnose et en EFT, mais j'avais pas de diplôme universitaire. Mhm. Donc j'avais un terrible syndrome de l'imposteur qui faisait que je ne me sentais pas d'accepter cette proposition. Et il a fallu que je dépasse ma peur. Vraiment, j'avais vraiment peur qu'on m'enlève mon cabinet, qu'on dise de moi que je fais de la médecine illégale, etc. Alors que je savais quelle est ma place, mais des fois les gens ne comprennent pas, ils sont pas toujours d'accord, donc c'était difficile. De me dire je vais être exposé, aller aussi passer sur les écrans de cinéma, à la télé, des trucs comme ça me faisait vraiment peur. Et pourtant, j'ai dépassé cette peur. Mais il est clair que du coup, je m'inspirais. C'est-à-dire que je m'inspirais pas, pardon, je me comparais. Mhm. Quand on m'a dit tu vas aller interviewer Thierry Janssen, Thomas Dansbourg, Christophe André, Erwan Montero, Isabelle Filioza, enfin, je suis allé interviewer tous ces gens-là, David Laroche, plein de gens. Mais tous ceux qui étaient du monde médical déjà, ça me terrifiait parce que je me disais bon sang, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc tu vois, je me comparais à eux. Je m'inspirais, j'avais pas le temps de m'inspirer. J'avais tellement peur que je passais plus de temps à me comparer que de m'inspirer. Mais comme je me comparais à des gens qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience, évidemment, t'imagines bien que je ne faisais que me réduire. Donc ça a été douloureux pour moi. Et les techniques dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, m'ont beaucoup aidé, notamment l'hypnose et l'EFT, Mhm. puisque je m'y suis formé. Mais ça m'a appris maintenant, effectivement, à me comparer. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas une partie de moi ça m'a appris à m'inspirer. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une partie de moi qui ne vient pas se comparer encore. Mhm. Tu vois? Donc il faut accepter ça. Ouais. Accepter que c'est un cheminement et que dans 10 ans, je serai encore mieux. Dans un an, je me sentirai encore mieux avec tout ça. Donc il y a cet accueil, cette bienveillance à avoir avec soi-même. Et j'aime rappeler aux gens que j'accompagne que j'ai pas réglé tous mes problèmes. D'accord? J'ai pas réglé toutes mes difficultés. Parfois, je manque de confiance et c'est normal parce que même le gars qui fait des conférences depuis 30 ans manque encore de confiance en lui dans certains contextes. Et c'est normal. Et je pense que c'est important aussi de dire aux personnes qui nous écoutent de casser le mythe parce que des fois, les gens nous voient. Les gens, moi, je l'ai constaté quand ils ont vu mes films, ils m'ont dit, mais toi, t'as confiance en toi. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Vous vous rendez pas compte souvent de ce qu'il y a sous la partie immergé de l'iceberg, on se rend pas compte la masse de peur et de remise en question et de doutes qui sont terribles. Moi qui suis, comme je te disais, un peu, je me reconnais dans les définitions de slasher multipotentiel zèbre, c'est terrible parce qu'on est les champions du monde en autosabotage en termes de doutes, de remise en question. Et je pense que c'est important de dire aux gens, c'est ok, ça même encore aujourd'hui, je le vis. Mais Mhm. par contre, j'ai une conscience de ce qui se passe, Oui. j'ai conscience de mon ego, j'ai conscience de mes blessures et de ces peurs,
Je me responsabilise par rapport à ça Mm. et je ne les laisse pas diriger ma vie. Je fais en sorte de toujours reprendre le contrôle, même si ça me demande du travail, et de mettre en application, et j'insiste là-dessus, en application les outils. Parce que le savoir est une chose, Ouais, l'expérience en est une autre. ouais. C'est important que justement, tu insistes entre le savoir et la mise en application. C'est pour ça qu'il y aura un challenge à la fin de cette interview pour être vraiment dans l'action Mmh, dynamique. Et la deuxième chose, dans la mise en application, tu as parlé déjà d'en être conscient. Donc c'est vrai que mmh, effectivement la peur sera tout le temps là, mais en étant conscient, ça permet de prendre du recul et qu'elle n'ait plus le même poids et que ce ne soit plus elle qui dirige, mais que justement, ok, peur, je sais que tu es là, mais voilà, c'est moi qui dirige et on va faire comme je le veux. Et c'est voilà, ça. gentiment. Et gentiment, effectivement, en se racontant l'histoire. Comme je te disais, moi, en hypnose, ce que j'aime dans la notion d'hypnose, c'est cette notion de se raconter des histoires. Notre cerveau n'est finalement, en tout cas notre éléphant, notre cerveau émotionnel, Mhm. comme je te le disais, c'est comme un enfant de 6 ans. Et un enfant de 6 ans, il aime quoi? Il aime que les choses soient simples, idéalement qu'on lui raconte de belles histoires, donc positives. Mais en tout cas, il adore les histoires, les métaphores. Et c'est évident que si tu vas sur scène donner une conférence et que avant d'arriver sur scène, tu te racontes que bon sang, je vais perdre mes mots, je vais être toute rouge, je vais transpirer, je vais oublier toutes mes paroles, les gens ça va pas les intéresser, mon Dieu, il y en a un qui baille, il y en a un qui regarde son téléphone. Si tu es en train de te raconter cette histoire, avant même d'arriver sur scène, tu es en panique et tu es sûr de te viander. Alors que si tu commences à te raconter l'histoire inverse, et donc c'est de l'auto-hypnose, on fait de l'auto-hypnose en permanence, sauf que la plupart du temps on fait ça de façon négative. On a 60 000 pensées par jour en moyenne, nous disent les neurosciences, et 80% seraient négatives pour une personne normalement constituée. Donc, mais toutes ces pensées sont autant de suggestions que l'on se fait, Mm, 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 mm. d'accord, à notre inconscient. En plus, on vit des états hypnotiques toute la journée, plusieurs fois par jour du moins. Donc, tout ça, c'est important parce que ça va nous conditionner. Une croyance, une pensée qui n'est pas challengée va devenir réalité. Il faut en avoir conscience de ces croyances et de ces pensées négatives, ou limitantes du moins. Donc, se raconter une autre histoire, se parler autrement quand on se regarde le matin dans le miroir, tout ça, ça va contribuer à élever l'estime de soi, la confiance en soi et donc pouvoir dépasser ses peurs. Même parfois ne même plus avoir peur. Moi, je me surprends toujours quand je donne des conférences. Bien sûr que j'ai le trac, mais j'ai pas peur Mm, parce que je passe mon temps à me raconter l'histoire que c'est mon job. J'ai été conférencier avant même d'avoir donné une première conférence. mm. C'est-à-dire que j'ai envoyé le message très direct à mon éléphant, à mon inconscient. Je suis déjà conférencier, comme si j'avais déjà fait des centaines de conférences avant. Obligatoirement, il se dit, OK, il a moins peur de l'inconnu. J'ai vu beaucoup de conférences, j'ai été voir beaucoup d'amis conférenciers, etc. Et tout ça, ça a contribué à me raconter, avec tout ça, je me suis raconté l'histoire que je suis déjà conférencier. Donc, forcément, j'ai moins peur, je dirais. Je Mm. me raconte des histoires. Mais avant que ça devienne réalité, tous les objets qui m'entourent ici, tous les objets qui t'entourent, l'ordinateur qu'on a, tout ça, ça a d'abord été pensé avant d'être devenu réalité. Oui, oui. Donc, ce que l'on deviendra, c'est la même chose. Hmm. Donc là, en fait, la stratégie que tu partages avec nous, c'est un, donc être conscient de nos pensées, deux, les questionner et Mmh, de trouver par A plus B qu'elles sont fausses, hein, et trois, mmh, les transformer en quelque chose de plus positif et plus aidant pour nous. exactement. Rationaliser ses peurs, ses pensées, se rendre compte qu'elles sont pas nécessairement objectives, Hmm. d'accord? Mais encore une fois, quand on a une grosse peur, quand on est réellement dans une phobie, Oui. là, c'est difficile parce qu'on rationalise, on le sait, mais mécaniquement, si tu veux, dans notre cerveau, quand on a une phobie, on n'a pas le potentiel tout de suite. On a besoin d'un coup de main souvent pour déconditionner ça, parce que la peur est tellement forte que c'est elle qui prend le contrôle. Et c'est ok. C'est un peu comme un enfant. Tu sais qu'un enfant, il va fonctionner jusqu'à l'âge de à peu près 7 ans, principalement avec son cerveau émotionnel. Hmm. Cortex préfrontal et tout ce qui va permettre d'apaiser tout ça et activer le système nerveux parasympathique, qui est donc qui permet de ramener au calme, eh Mhm. bien, n'est pas tout à fait encore bien en fonctionnement. Alors, faudra que ça vienne avec le temps. Et c'est pour ça que nous, les parents, ont un rôle majeur à jouer ici, c'est de pouvoir permettre de calmer la tempête émotionnelle chez l'enfant notamment, ce qui en plus va permettre
à l'enfant justement de bien développer cette partie du cerveau plus tard qui permettra de gérer les émotions. Et tu sais, quand on vient de génération, par exemple, où quand tu pleures, ou on te dit tu fais un caprice, tu es dans ta chambre, machin, personne n'aide à gérer ses émotions. Donc, logiquement, plus tard à l'âge adulte, à force que ça se répète, eh bien, on n'est pas capable de gérer ses émotions. On les subit. Donc ça s'apprend aussi alors déjà à l'enfance et c'est important hein, d'ailleurs le sommet que tu proposes et tout ça et ces thèmes-là c'est essentiel ce que tu fais parce que c'est vraiment passer ces messages-là aussi aux parents. Donc voilà, mais c'est effectivement un prendre conscience, deux objectiver, rationaliser quand c'est faisable et que c'est pas une phobie ou quelque chose de trop puissant, et trois se raconter une nouvelle histoire et passer à l'action. On pourrait objectiver, se raconter une histoire et passer à l'action, petit à petit. Et se rendre compte, parce que c'est toujours comme ça, une fois qu'on a dépassé ses peurs, on se rend compte arriver à un niveau supérieur, et qu'on regarde en arrière, on se dit, bon, ça, j'avais peur de ça, mais aujourd'hui, ça me paraît tellement ridicule. D'accord? Des amis qui ont des phobies, des trucs comme ça, ou même des clients, hein, quand je les aide avec le l'EFT ou des techniques comme ça, ils se disent, bon sang, comment j'ai pu avoir peur de ça? Oui. C'est normal. Une fois que parce que les émotions empêchent d'être lucide et rationnel. D'accord? Un enfant qui fait un caprice, il n'est pas lucide, il n'est pas rationnel, il n'est pas objectif, il est dans sa tempête émotionnelle. Et bien, quelqu'un qui est phobique, c'est pareil. D'accord? Et quand on n'a pas appris à gérer ses émotions, on peut être tenté de se laisser embarquer là-dedans. Et c'est pour ça que les techniques de méditation, de yoga, de cohérence cardiaque et de tout ce qui va permettre de se recentrer, revenir sur soi, vont être autant de techniques qui sont comme des entraînements pour retrouver le calme, retrouver sa lucidité, être objectif, rationaliser et passer à l'action. Donc en fait, par rapport à ce que tu dis, finalement, il y aurait deux niveaux quand il s'agit justement de se libérer de ses peurs. Il y aurait deux niveaux. Il y a à la fois le niveau vraiment émotionnel de la peur en elle-même, mais il y a le niveau aussi de la pensée qui va réalimenter, des fois, ou renforcer cette peur. Oui, parce que très souvent, je te donne un exemple, tu peux vivre un événement, enfant ou même adulte, hein, tu peux vivre un événement qui va générer une forte émotion, même un traumatisme. Mais on sait aussi qu'un traumatisme, ok, il y a le côté émotionnel, ressenti du traumatisme, mais souvent avec un trauma, une forte émotion qui s'est créée suite à un trauma, il va aussi y avoir un système de pensée qui se crée en même temps. Une cognition, si tu veux, ou une croyance limitante qui va se créer. Et parfois, quand on fait de l'EFT, on fait toujours attention, ok, on travaille sur l'émotion et tout ça, mais on va aussi chercher quelle est la croyance qui s'est créée à ce moment-là. C'est quelque part la pensée racine. Parce que si j'enlève si je coupe la peur, la croyance, mais que je laisse les racines, il est bien possible que ça repousse. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir quelle est la pensée racine qui s'est créée à ce moment-là et la challenger elle aussi pour ne plus que ça se reproduise. Donc, d'ailleurs, il ne s'agit pas nécessairement de retirer une croyance parce qu'on ne peut pas enlever la nature à horreur du vide, mais l'idée, ça va être de remplacer. Par quoi je peux remplacer cette croyance? Par quoi je peux remplacer cette croyance? Et là, les croyances, ce sont ces pensées, ces concepts que l'on fait sien finalement, mais qui sont souvent des pensées de nos parents, de la société. C'est pas possible de devenir riche, l'argent c'est sale, j'y arriverai jamais. Une cliente qui me disait travailler dans le monde du cheval, c'est juste de la galère et jamais tu gagneras d'argent. Enfin, tout ça, ce sont des croyances. Pourtant, il y en a qui s'éclatent à travailler dans le monde du cheval et qui font de l'argent. Voilà. Donc, ce sont des croyances qui nous limitent et qui nous font peur et qui nous empêchent d'entreprendre dans notre vie. Donc, en fait, prendre sa vie en main, ce serait aussi choisir son système de croyance, celui qui nous est utile par rapport à ce qu'on aspire à vivre. Absolument, tu le dis très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement à porter sur ses croyances et sur ses valeurs d'ailleurs non plus. Une croyance, c'est une croyance. Elle n'est pas positive et elle n'est pas négative. Parce qu'elle a forcément du sens au départ. La seule question de mon point de vue à se poser, c'est est-ce qu'elle me permet de m'épanouir ou pas? Est-ce que ma grand-mère, tu sais, qui a vécu la guerre, et à l'âge de 11 ans, elle a été placée, comme elle disait, dans une famille de personnes qui étaient aisées, donc des gens riches. Et je l'ai toujours entendu me dire,
que, avec son accent du Sud, elle me disait, tu sais, les riches sont tous des salauds. Mm. Parce qu'avec son cœur de petite fille, elle a été tellement martyrisée qu'elle en a déduit que tous les riches étaient des salauds. Avec ce genre de croyance, il est évident que ma grand-mère n'est jamais devenue Mm, mm, riche. mm. Et c'est pas une vérité absolue, c'est sa vérité. La seule question, c'est est-ce qu'elle te permet de t'épanouir ou pas? Donc j'invite chacun à se poser ces questions. Évidemment, il faut aller chercher quelles sont mes croyances, identifier ses croyances. Encore se connaître. Ça, c'est très intéressant justement quand on parle de ça, par rapport aux croyances, qu'effectivement, je suis persuadée que quand il s'agit de prendre sa vie en main, le système de croyances qu'on adopte va être celui qui va nous permettre d'aller vers notre objectif ou pas. Exactement. Et dans nos croyances, il y a beaucoup de peurs. Ce sont même souvent des peurs, en fait, puisqu'elles sont, par définition, limitantes. On a, grosso modo, trois sortes de croyances. On a les croyances limitantes qui nous empêchent d'entreprendre Mhm. ou d'oser. On a les croyances, on va dire, ressources, qui nous permettent justement d'oser. Hein, je pense que je suis capable de faire une interview, ben, je vais oser. Je suis capable de faire une demande, même si c'est inconfortable. Hein. C'est OK que ce soit inconfortable, mais je me sens capable de le faire, donc je vais le faire. Je me sens légitime pour le faire, donc je vais le faire. Et puis il y a les croyances neutres, on va dire, hein, que je mette une chemise blanche, une chemise rose, a priori, je peux croire que c'est plus ou moins bien, mais enfin, ça va pas avoir vraiment d'incidence. Enfin, j'espère. D'accord. Bon, bah, merci Steve. J'ai une dernière question. Donc, la question fil rouge. Qu'est-ce que pour toi, prendre sa vie en main et comment ça se traduit au quotidien, donc pour toi? Pour moi, ça se traduit par tout ce qu'on vient de se dire, mais j'ai presque envie de te partager une analogie d'un de mes amis qui s'appelle Martin Latulippe, et que je livre dans l'une de mes conférences d'ailleurs. C'est cette idée, prendre sa vie en main, c'est accepter et assumer. Accepter que finalement, la vie, ce sont des hauts et des bas. Et que, bien, pour pouvoir, tu sais, justement, cette analogie d'une clé, j'aime bien utiliser cette analogie, qui est une clé finalement qui déverrouille une porte. Elle va déverrouiller une porte parce qu'il y a des hauts et des bas sur ce qu'on Oui. appelle le panneton. Il y a des hauts et des bas. Et c'est ça qui fait que la porte va Mm. déverrouiller. Donc, j'invite vraiment chacun à prendre cette chose-là en considération. C'est que les peurs, les hauts, les bas, les échecs, les doutes, les remises en question, les incertitudes, les difficultés à faire des choix, les échecs, les renoncements, les succès, plus ou moins grands, tout ça, finalement, ce sont les hauts et les bas de notre passe-partout, de ce qui va nous permettre de franchir tous les obstacles qui se dressent devant nous. Et je pense que là aussi, c'est se raconter l'histoire. Mais quand moi, je vis une difficulté, que je suis vraiment dans le doute, que j'ai un échec, et il faut bien saisir que j'ai beaucoup plus d'échecs que de réussites. Donc, quand j'ai des échecs, si je me raconte l'histoire, OK, qu'est-ce que ça me permet d'apprendre? J'ai créé mon cabinet, ma société, si tu veux, je l'ai appelée Mm. Philosophie. C'est lourd de sens pour moi. Quelle est la philosophie de vie que je vais adopter et qui va me permettre d'évoluer et de grandir, même si ça me fait mal, même si c'est inconfortable, même si j'en ai marre parfois et que j'ai envie de tout plaquer, ça m'arrive. Mais là, je me pose et je me dis, OK, il faut que je prenne les choses en main ici. Est-ce que je vais subir cet état d'esprit ou est-ce que je vais développer un état d'esprit fixe, de développement justement? Hein? Est-ce que j'ai un état d'esprit fixe ou est-ce que j'accepte de travailler sur un état d'esprit de développement qui va me permettre de considérer toutes ces choses autrement et d'en faire un passe-partout pour avancer quoi qu'il arrive? Pour moi, entreprendre sa vie, c'est ça, c'est être responsable de ce qu'on est en train de vivre. Quoi qu'il m'arrive, et crois-moi que c'est pas confortable de se rendre soi-même responsable de quoi qu'il arrive, parce qu'il y a largement des fois où j'aimerais dire c'est de ta faute là, si, c'est de ta faute. Donc parfois je me venge un peu sur ma compagne, mais bon, elle me connaît, ça passe. Mais en général, non, vraiment, j'essaie de me responsabiliser. De prendre sa vie en main, pour moi, c'est ça. Je me responsabilise par rapport à mes peurs, mes croyances. C'est mon fil rouge, c'est ma philosophie de vie. Entreprendre sa vie, c'est en être Mm. responsable. Dans les bons comme les moins bons moments. Assumer, le deuxième mot que tu disais. Voilà. Assumer. Voilà. Et responsable, c'est Oui. pas coupable, hein. D'accord? C'est responsable. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour changer? Comment j'ai fait pour me mettre dans cette situation? Qu'est-ce qui est à ma portée? Qu'est-ce qui est dans
mes capacités, quelles sont mes ressources intérieures et extérieures qui permettraient que je puisse changer ce qui est à changer et me diriger vers là où je veux aller. Wow. Super, Steve. Merci Voilà, beaucoup pour toutes les perles que tu as mais avec partagées dans plaisir. cette interview. Je pense que là, par rapport aux internautes, ils ont beaucoup de choses sur lesquelles ils vont pouvoir avancer, se questionner, euh, prendre conscience Ah d'eux oui, aussi et mettre en action. c'est ça. Ah oui, ça c'est L'essentiel, je vous le essentiel. rappelle. Ça c'est essentiel. En tout Ouais. cas, merci beaucoup. C'est moi encore qui te remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et bravo Merci. à toi pour oser être et se réaliser. Voilà ce que j'invite chacun à faire. Merci, Steve. Au revoir. Alors avec Steve, nous avons deux questions pour vous. Donc, quels sont les points clés que vous avez retenus de cette intervention et qu'allez-vous mettre en place dès maintenant au quotidien? Par rapport au récapitulatif de cette intervention, donc Steve a commencé à nous faire part des différentes peurs qui nous empêchaient de prendre notre vie en main. Ensuite, j'ai bien aimé son analogie de l'éléphant et du cornac, donc du guide de l'éléphant, pour symboliser le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel. Steve veut aussi partager une manière de dépasser ses peurs, donc d'en avoir conscience, donc identifier qu'effectivement on ressent de la peur au moment présent, les accueillir avec bienveillance et ensuite s'y confronter à petits pas, donc toujours cette stratégie des petits pas. Il a proposé différents outils possibles. Alors, c'est une proposition, il existe d'autres outils. L'idée, c'est justement toujours dans cette optique d'ouvrir le champ des possibles, de vous proposer des outils. Après, c'est à vous de voir ce qui résonne avec vous, ce qui fonctionne pour vous. Donc, d'aller expérimenter et d'adapter, d'adopter si cela vous est utile. Ensuite, il a bien précisé qu'effectivement, prendre sa vie en main, c'est de pouvoir choisir ses croyances. Donc, il y a différents types de croyances et il y a des croyances qui vont nous limiter et d'autres au contraire qui vont être des croyances ressources. Donc, l'idée de Steve, c'est quand on prend sa vie en main, c'est de choisir les croyances qui nous sont utiles. Enfin, il a parlé de l'inspiration par rapport à la comparaison. Alors, j'adhère à 200%, hein. Vous savez que je crois profondément au pouvoir de l'inspiration pour pouvoir, pour vous pousser à agir, pour aussi toujours ouvrir ce champ des possibles, pour vous montrer que c'est possible de le faire. Alors, c'est pour ça aussi que je vous ai présenté un panel de différents intervenants et pas seulement un seul intervenant. Mais l'idée, effectivement, c'est de vous en inspirer et non pas de vous comparer à eux. L'idée, c'est de vous en inspirer en sachant que ce qu'ils ont fait n'est pas forcément réplicable à l'identique pour vous parce que nous sommes tous uniques, nous vivons dans des contextes différents, etc. Je voulais juste parler peut-être pour finir sur ce récap de mon expérience personnelle par rapport à ce sommet, juste pour donner une autre illustration, une autre source d'inspiration par rapport à cette thématique des peurs. Donc moi, je suis plutôt à la base quelqu'un qui est très timide, jusqu'à 20-25 ans. Dès qu'on m'adressait la parole, je rougissais. Voilà, donc c'était juste pour vous placer le contexte. Donc effectivement, me lancer dans ce sommet, même si je suis plus à l'aise et même si je rougis moins, beaucoup moins, c'est sûr, voire plus du tout, ça réveille un certain nombre de peurs et ça fait quelques mois que je suis entre des moments d'excitation et limite d'euphorie par rapport à l'organisation de ce sommet et des moments où j'ai plutôt envie d'aller me cacher sous la couette. Euh, mais ce qui m'a aidé à dépasser mes peurs, c'est de me raccrocher à mon pourquoi. Pourquoi j'organise ce sommet et effectivement ma vision la plus haute finalement de l'organisation de ce sommet qui est vraiment d'impacter positivement un maximum de personnes. Donc d'où l'idée d'un sommet sur Internet et qui est proposé gratuitement. Et en me raccrochant à mon pourquoi, bah finalement mes peurs de ma voix elle est comme ça, je vais pas pouvoir faire de vidéo, mes cheveux sont comme ça, etc., etc. Bah tout ça, ça n'a plus aucune importance par rapport à on va dire la grandeur ou l'importance de mon pourquoi. Et après, je me raccroche aussi à la sensation que j'ai eue, à cet élan que j'ai ressenti lorsque j'ai eu cette idée, la joie aussi. Donc effectivement, quand j'ai eu cette idée d'organiser le sommet,
j'ai tremblé de peur à l'idée d'organiser quelque chose comme ça. Mais en même temps, ça me faisait tellement vibrer de joie, je me sentais tellement vivante à cette idée d'organiser ce sommet que j'ai senti que c'était la décision à suivre. Par rapport au challenge, ce que je vous propose, c'est une méditation de pleine conscience. Donc, je pratique différents types de méditation, mais je n'enseigne uniquement que la méditation de pleine conscience parce que c'est celle pour laquelle j'ai un diplôme. C'est une proposition. Je vous invite à essayer. Si ça vous convient, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à la pratiquer régulièrement. Si cela ne résonne pas avec vous, il n'y a pas de problème. Je vous invite aussi à aller peut-être trouver une situation dans laquelle vous avez connu, vous avez ressenti de la peur. Donc pas une grosse peur non plus, hein, une petite peur. Et effectivement, aller un petit peu voir ce qui se passait pour vous, quelles étaient peut-être les pensées que vous aviez à ce moment-là, comment vous vous ressentiez au niveau de votre corps, quelles étaient vos sensations physiques. Un petit peu, voilà, vous observez en situation de peur. Donc une peur déjà passée, c'est plus simple. Donc c'est ma proposition pour ce challenge. Pour la méditation, le lien se trouvera juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite, comme à chaque intervention, à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook du sommet, d'aller interagir avec les autres participants du sommet, hein. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention sur cette intervention. J'espère qu'elle vous aura été profitable et je vous dis à la prochaine intervention. Au revoir.